Bienvenue à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un dossier qui nous a vraiment fascinés. Ça change complètement notre façon de voir Montréal. On a sous les yeux une série de documents qui, en fait, ne décrivent pas Montréal juste comme une ville diversifiée. Non, c'est bien plus que ça. On parle d'un carrefour mondial. Exactement. Un carrefour dont la puissance est directement liée à ses communautés immigrantes. Et il y a un chiffre dès le départ qui donne le vertige. Plus de la moitié de la population montréalaise est née à l'étranger ou a au moins un parent né à l'étranger. C'est un chiffre colossal, vraiment. Et la question que posent ces documents, c'est pas juste comment on gère cette diversité, c'est plutôt comment cette diversité est-elle déjà une force stratégique. Hmm, Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça, de voir comment ces diasporas sont, pour reprendre les mots des sources, des actifs géopolitiques et économiques. Des actifs, j'aime ce mot, c'est fort. Ça suggère que c'est pas quelque chose de passif, Pas du tout. que ça travaille pour la ville. Alors la question, c'est comment on passe d'un chiffre, un chiffre démographique impressionnant, à une influence concrète sur la scène mondiale. C'est le puzzle, oui. Et pour le résoudre, les sources nous proposent de regarder ça sous 3 angles. D'accord. D'abord, le rôle économique, commercial. Ensuite, la contribution à l'innovation, un concept qu'ils appellent la circulation des cerveaux, on y reviendra. Intéressant. Et enfin, l'influence culturelle, le fameux soft power. Et l'idée qui relie tout ça, c'est le concept de la diaspora comme un pont. Un double ancrage, des connexions actives, vivantes. Parfait. Alors commençons par la base, la fondation, le portrait démographique. Les documents s'appuient sur le recensement de 2021 et les chiffres ils sont très clairs. Pour la ville de Montréal, on parle de plus de 576 000 immigrants de première génération. C'est un tiers de la population. Un tiers. Un tiers. Et si on ajoute les minorités visibles, là on dépasse les 737 000 personnes. C'est presque 38%. Et c'est ça qui amène un des auteurs à cette conclusion, que je trouve très forte. Il dit « La diversité n'est pas une simple caractéristique de Montréal, c'est sa structure fondamentale. Structure fondamentale, j'aime beaucoup cette phrase. » Mhm. Ça veut dire que ce n'est pas la cerise sur le gâteau, quoi. C'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas une couche de peinture. Ça veut dire que si on enlevait cette diversité, la ville, elle ne serait pas juste moins colorée, elle s'effondrerait. Carrément. Son économie, son identité, sa capacité à innover, tout est construit là-dessus. Et les sources relient ça à une notion de relation internationale, le rôle des acteurs non étatiques. C'est-à-dire? Ça veut dire que ces communautés ne sont pas passives. Elles agissent. Elles créent des entreprises, elles tissent des liens familiaux, commerciaux, académiques. Et tout ça, ça façonne l'influence de Montréal bien au-delà des canaux diplomatiques officiels. C'est fascinant. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui écoute. Concrètement, comment est-ce qu'un entrepreneur qui a des racines, disons, au Maroc, aide une PME québécoise qui fabrique des logiciels? Ça peut sembler abstrait. C'est une excellente question. Et c'est là qu'on entre dans notre premier axe, le moteur économique. Les documents parlent d'un rôle de courtier culturel et linguistique. Reprenons votre exemple. Cet entrepreneur, il a ce que les sources appellent une double compétence. D'accord. Il maîtrise parfaitement le contexte d'affaires d'ici, du Québec, les lois, les attentes, mais il connaît aussi intimement la culture d'affaires de son pays d'origine. Il sait comment négocier, qui appeler, comment bâtir la confiance. Et la confiance, j'imagine que c'est la clé de tout, surtout à l'international. C'est la monnaie la plus précieuse, absolument. Les sources donnent l'exemple de la Chine avec le concept de guanxi. Le guanxi, Ce n'est pas juste du réseautage. C'est la différence entre envoyer un courriel froid à un inconnu et être présenté par un ami commun. C'est un laissez-passer VIP qui ouvre toutes les portes. donc pour une PME montréalaise qui veut percer ce marché. Avoir un partenaire qui a ce guanxi, c'est un avantage énorme. Et c'est pareil pour naviguer dans les systèmes juridiques du Maghreb ou de l'Amérique latine. Ça réduit les risques, les malentendus et les coûts, de manière spectaculaire. Donc en gros, ces diasporas agissent comme des traducteurs. Mais pas juste de la langue, de la culture des affaires. Exactement. Et ça a un impact direct sur les investissements directs étrangers, les IDE. Ces réseaux deviennent des canaux de confiance. Un investisseur de Dubaï, de Sao Paulo, il sera beaucoup plus enclin à investir ici s'il peut s'appuyer sur des contacts de sa communauté. Des gens qui peuvent lui donner l'heure juste. Voilà. Et ça marche dans les deux sens. Ça facilite aussi les investissements québécois à l'étranger. Pour donner une idée de l'échelle, les sources donnent quelques chiffres de 2021. Oui, et ce qui est intéressant, c'est pas tant le chiffre précis que l'ordre de grandeur.
Les communautés noires et arabes, à elles seules, c'est plus de 350 000 personnes. C'est énorme. C'est une ville dans la ville, et ça crée des ponts massifs, permanents, avec l'Afrique, les Caraïbes, le Moyen-Orient. Tout à fait. Et si on ajoute les communautés chinoises et latino-américaines, ensemble, c'est plus de 150 000 personnes. On réalise que Montréal a des liens humains directs avec pratiquement tous les grands marchés émergents. Chaque personne est un point de connexion potentiel. La démographie de Montréal, c'est en quelque sorte sa carte géopolitique. Donc ces réseaux, c'est pas seulement utile pour vendre des produits, c'est aussi pour échanger des idées, j'imagine. Précisément. Et là, on quitte le commerce pour entrer dans le domaine de l'innovation. Notre deuxième axe. Les sources introduisent ici une idée que je trouve vraiment puissante. La circulation des cerveaux. La circulation. On entend toujours parler de la fuite des cerveaux, le brain drain, Oui, comme une perte sèche pour un pays. Un talent part et c'est fini. L'idée de circulation, ça suggère tout autre chose. c'est un changement de paradigme complet. Le départ d'un talent n'est plus vu comme une perte, mais comme la création d'un nœud dans un réseau mondial. Le chercheur, l'étudiant qui s'installe à Montréal, il ne coupe pas les ponts. Au contraire, Il devient un pont. c'est exactement ça. Et ça se traduit par des choses très concrètes, des copublications scientifiques entre l'UDM et une université à Tunis, des chaires de recherche conjointes, des projets en IA entre McGill et des équipes à Shanghai. Pour que ce soit plus parlant, on pourrait imaginer un exemple. Absolument. Imaginez une jeune ingénieure en IA. Elle a grandi à Alger, elle a fait sa maîtrise ici, à l'UDEM, et elle travaille maintenant dans une start-up du Milex. Ok. Elle n'a pas fui l'Algérie, au contraire. Elle copublie avec ses anciens profs à Alger, elle participe à des séminaires là-bas, en virtuel, et le jour où sa start-up montréalaise veut explorer le marché nord-africain, Elle est la première personne qu'on appelle. évidemment, elle sait qui appeler, elle connaît le terrain. Ce n'est pas une fuite, c'est un réseau vivant. C'est ça la circulation des cerveaux. C'est une vision beaucoup plus optimiste. Et les sources montrent que ce n'est pas juste une théorie. Les données sur les vagues d'immigration, elles sont très parlantes. Ah oui, elle raconte une histoire fascinante sur la nature de ces liens. Prenez deux exemples qui contrastent. L'Italie, on a plus de 17 000 personnes arrivées avant 1981, D'accord, la vague historique? voilà, contre à peine plus de 200 récemment. Pour Haïti, c'est un profil un peu similaire. À l'inverse, pour l'Algérie, on passe de 500 personnes avant 1981 à plus de 10 000 dans la vague la plus récente. C'est énorme. Et pour la France, c'est la même tendance. Et qu'est-ce que cette différence nous dit sur les liens que Montréal entretient avec ces pays? Elle nous dit que la ville bénéficie de deux types de connexions. Et les deux sont précieuses. Les vagues plus anciennes, Italie, Haïti, c'est ce que les documents appellent un enracinement profond. Elles ont bâti des institutions, des entreprises familiales. C'est un capital de long terme. Un tissu social, économique. Exact. Les vagues récentes, Algérie, France, elles créent des liens frais et puissants. Ce sont des connexions directes avec l'état actuel de la science, de la technologie et des marchés. Ces nouveaux arrivants apportent les réseaux les plus à jour. Donc on a à la fois les racines profondes et les nouvelles branches dynamiques. La force de Montréal, c'est d'avoir les deux. C'est une belle image. Et ces branches, elles ne sont pas seulement économiques ou académiques, elles sont aussi culturelles. Ce qui nous amène à notre troisième axe, le soft power. Oui. C'est peut-être l'impact le plus visible pour tout le monde, ça. C'est la vitrine de tout ce dont on vient de parler. Chaque festival, chaque restaurant, chaque centre communautaire. C'est l'expression de cette structure fondamentale. N'importe qui a déjà marché dans les rues de Montréal pendant Nuit d'Afrique ou le festival Haïti en folie, sait à quel point ça transforme une ville. Complètement. Ce ne sont pas juste des fêtes de quartier, ça attire un tourisme international, ça génère des revenus, et surtout ça construit l'image de marque de Montréal. Et ça, c'est l'essence même du soft power. C'est la différence entre le hard power, militaire ou économique, et le fait de donner envie aux autres d'être comme vous, parce qu'ils admirent votre culture, vos valeurs. C'est un pouvoir d'attraction. Exactement. Et une image de ville ouverte, tolérante, dynamique, créative. C'est un atout géopolitique extrêmement puissant. Ça attire les talents, les investisseurs, les touristes. Attendez, les sources vont même plus loin. Elles parlent de track to diplomacy. Diplomatie parallèle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelque chose de secret? Pas du tout secret, non, mais plutôt informel. La diplomatie de Track One, c'est celle des ambassadeurs, des ministres, les canaux officiels. D'accord.
La diplomatie de Tractou, ce sont les échanges qui se passent en dehors de ces canaux, via les universitaires, les artistes, les leaders communautaires. Et son rôle devient absolument crucial quand les relations officielles entre deux pays sont tendues. Ah, je vois. Quand les diplomates ne peuvent plus se parler. Les artistes ou les chercheurs, eux, le peuvent encore. Précisément, les leaders communautaires, les intellectuels, les artistes des diasporas montréalaises, ils agissent comme des ambassadeurs informels. Ils peuvent maintenir un dialogue, une compréhension mutuelle, là où la politique a échoué. C'est un capital de confiance qui n'a pas de prix pour une métropole internationale. C'est vrai qu'un festival de musique peut parfois faire plus pour les relations entre deux peuples qu'un communiqué officiel. Parfois, oui. C'est un point auquel on ne pense pas souvent. Et il y a un autre aspect stratégique que les documents soulignent. Les langues. Oui, un atout très concret. Le fait que l'arabe, le créole, le mandarin, l'espagnol, le farsi, que des dizaines d'autres langues soient parlées couramment ici, ce n'est pas juste un enrichissement culturel. C'est un avantage compétitif. Direct, pour une entreprise qui veut exporter, avoir accès à un bassin de talents qui maîtrise nativement la langue et la culture de son marché cible, c'est un avantage énorme. D'accord. Alors, si on rassemble toutes les pièces de notre puzzle, qu'est-ce que ça nous dit au final? Ça nous ramène à l'idée que les statistiques, comme le dit une des sources, sont sans équivoque. On a dépassé le stade du simple constat, je crois. C'est ça. Le puzzle est résolu. Le chiffre de départ, cette moitié de la population liée à l'immigration, ce n'est pas qu'une statistique, c'est le moteur d'une machine. Les diasporas ne sont pas des groupes passifs, ce sont des ressources stratégiques actives. Mhm. Des ponts économiques, des réseaux d'innovation, des ambassadeurs culturels. C'est une vision beaucoup plus dynamique et presque instrumentale de la diversité, et ça nous amène à la pensée finale, qui est tirée de la conclusion d'un des documents. Et c'est un véritable appel à l'action. L'auteur affirme qu'il est impératif pour Montréal de reconnaître et de formaliser le rôle de ces diasporas pour maximiser son influence sur la scène mondiale. Reconnaître et formaliser, ce sont des mots importants. Reconnaître, je pense qu'on vient un peu de le faire. Mais formaliser, ça implique d'agir. C'est exactement ça. Et ça soulève une question finale pour la réflexion. Au-delà de la simple célébration qui est importante, mais qui n'est pas suffisante, Mhm. quelle forme concrète pourrait prendre cette formalisation? Comment une administration, municipale ou autre, peut-elle intégrer activement ces réseaux, cette expertise, dans sa stratégie internationale? Comment on transforme ce potentiel, qui est clairement démontré, en résultats encore plus tangibles, plus structurés, pour la ville sur la scène mondiale?